La nuit est froide et le silence inquiétant. La gardienne, Elisa, était en train d'effectuer son service de nuit dans un quartier habituellement calme lorsqu'un léger bruit a rompu la monotonie des dernières heures. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal à la recherche de nourriture, mais en se rapprochant de la source du bruit, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait des pleurs d'un bébé. Elisa se dit, c'est un cri d'enfant, et se dirige vers la poubelle d'où le bruit semble provenir. Poussant le couvercle d'une main tremblante, elle éclaire l'intérieur avec sa torche. Là, enveloppé dans une mince couverture élimée, se trouvait un bébé, dont les grands yeux effrayés fixaient les sacs d'ordures et les vieilles boîtes. « Mon Dieu, qui a pu faire ça ?» s'exclame Elisa en prenant délicatement le bébé dans ses bras. Le petit était froid au toucher, sa peau pâle contre le tissu sombre de la couverture. Elisa resserra la couverture autour de l'enfant, essayant de lui apporter un peu de chaleur avec son propre corps. « Tout va bien se passer, mon petit. Je suis là maintenant, » murmura-t-elle en berçant doucement le bébé. Animée d'un mélange de colère et de compassion, elle regarda autour d'elle, cherchant un indice pour savoir qui avait pu laisser un si petit enfant là, mais l'obscurité n'offrait aucune réponse. Déterminée à protéger le bébé de tout danger supplémentaire, Elisa décide de le ramener chez elle, au moins temporairement. Alors qu'elle retourne à sa voiture, le bébé en sécurité dans ses bras, elle compose de l'autre main le numéro de son superviseur. « Lucas, j'ai trouvé un bébé abandonné dans la poubelle de rue Alain. Je l'emmène avec moi pour qu'il soit au chaud et en sécurité. Demain matin, nous devrons décider de ce qu'il faut faire, » dit-elle rapidement au superviseur, qui répond en dormant. « Elisa, vous êtes sûre ? C'est très grave. Il faut prévenir les autorités immédiatement, » répond Lucas, la voix lourde d'inquiétude. « Je sais. Mais je ne peux pas le laisser ici. Il a peur et il a froid. Je ne le laisserai plus jamais seul, » a insisté Elisa, sa voix ferme témoignant de la détermination d'une femme qui ne se pliera pas à la bureaucratie face à un cas aussi palpable de besoins humains. C'est ainsi que, le bébé maintenant blotti contre elle, Elisa rentra chez elle, le cœur serré par la situation, mais réconfortée par la respiration paisible de l'enfant dans ses bras. C'était une immense responsabilité, mais elle sentait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elisa arrive chez elle, encore secouée par la découverte de cette nuit-là. En entrant, elle dépose délicatement le bébé sur le canapé et l'entoure d'une autre couverture, s'assurant qu'il est bien au chaud. Le petit, qui semblait maintenant plus calme, observait chacun de ses mouvements avec des yeux curieux. Elle prépara un biberon de lait chaud qu'elle avait gardé pour les cas d'urgence et le porta doucement aux lèvres du bébé. « Tiens, mon petit, tu dois avoir faim, » dit-elle, tandis que le bébé se met à téter goulûment le lait. En le regardant, Elisa sentit un lien inattendu se former. À chaque regard, à chaque contact, le sentiment de protection grandit en elle. Plus tard, alors que le bébé dort paisiblement, Elisa s'assoit à côté de lui, perdue dans ses pensées. Son ami Mathieu arrive pour une visite prévue le soir et est surpris de voir la scène. « Elisa, que se passe-t-il ? Qui est ce bébé ?» Elle lui explique la situation et Mathieu l'écoute avec étonnement. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda-t-il, inquiet. « Je ne sais pas encore, Mathieu. Mais quelque chose me dit que je ne peux pas le laisser tomber comme ça. Je sens que c'est ma responsabilité de m'occuper de lui, du moins pour l'instant, » répondit Elisa, la voix remplie de détermination mêlée d'incertitude. Mathieu, se rendant compte de la résolution dans sa voix, lui mit la main sur l'épaule. « Je sais que tu as un grand cœur, Elisa. Si tu décides de rester avec lui, je t'aiderai du mieux que je pourrai. Mais n'oublie pas que cela pourrait entraîner des complications majeures. Êtes-vous prête pour cela ? » Elisa regarde le bébé endormi, dont le visage est adouci par la faible lumière de la lampe. « Je dois l'être, Mathieu. Je ne peux pas ignorer que cette rencontre est peut-être le fruit du destin. Il a besoin de quelqu'un, et je suis là maintenant. » Les jours suivants sont une succession de nuits blanches, de biberons et de visites chez le pédiatre, où Elisa fait semblant d'être une tante inquiète. Au fil des jours, le lien qui l'unit au bébé se renforce, transformant sa décision initiale en une certitude, elle fera tout pour protéger ce petit être que le destin a placé sur son chemin. Une semaine s'est écoulée depuis qu'Elisa a trouvé le bébé. Elle s'était rapidement adaptée à la routine, chaque jour qui passait, le lien qui les unissait se renforçait.
La matinée était calme et le petit était couché dans un lit improvisé pendant qu'Elisa préparait le café. Soudain, le bruit de la télévision dans le salon attire son attention. Une nouvelle de dernière minute a interrompu le programme habituel. Nous sommes en direct avec un développement urgent dans la recherche de l'héritier disparu de la famille Alencar, l'une des plus riches et des plus influentes du pays, annonce le journaliste. Le cœur d'Elisa se fige en entendant ce nom. Elle a laissé tomber la tasse qu'elle tenait et s'est précipitée dans le salon. Sur l'écran, la photo d'un bébé s'affiche à côté d'un couple visiblement bouleversé. Il s'agit du petit Enrique, disparu depuis plus d'une semaine. Ses parents, Eduardo et Sofia Alencar, offrent une récompense substantielle pour toute information permettant de retrouver leur fils, poursuit le journaliste. Elisa sent un nœud se former dans sa gorge. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle en regardant le bébé qui jouait innocemment dans le berceau. C'est le même enfant que sur la photo, sans l'ombre d'un doute. À ce moment-là, son amie Ligia est venue lui rendre visite. « Elisa, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute pâle ?» demande Ligia en remarquant l'expression choquée du visage d'Elisa. « C'est le bébé, Ligia. »« C'est le fils disparu de la famille Alencar », révèle Elisa, la voix tremblante. Ligia, ne sachant comment réagir, s'assoit à côté d'elle. « Oh, mon Dieu ! Elisa, c'est très grave. Que allez-vous faire ?» Elisa regarda la télévision, qui montrait maintenant les parents du bébé en train de plaider avec émotion pour son retour. Elle ressentait chaque mot comme un coup, déchiré entre l'instinct de protection de l'enfant dont elle s'occupait et la réalité écrasante qui se présentait à elle. « Je ne sais pas, Ligia. Je pensais que je faisais le bon choix en m'occupant de lui. Mais maintenant, tout semble si compliqué. » La conversation est interrompue par le cri du bébé, qui les ramène à la réalité immédiate. Elisa se lève, déterminée. « D'abord, je dois m'assurer qu'il est en sécurité. Ensuite, je vais voir un avocat. J'ai besoin de comprendre toutes les implications juridiques avant de prendre une quelconque décision. » Ligia acquiesce, offrant tout le soutien possible. « Quelle que soit ta décision, je serai là pour t'aider, » dit-elle en posant sa main sur celle d'Elisa. Ensemble, elles regardent le bébé désormais calme, sans savoir que les prochaines décisions d'Elisa détermineront leur avenir à toutes. Elisa a passé les jours suivants dans un état d'anxiété et d'incertitude croissante. Malgré le lien qui l'unit au bébé, elle sait qu'il n'est pas possible de garder le secret. L'image des parents désespérés à la télévision ne cessait de défiler dans son esprit, et elle se sentait déchirée entre son affection pour le petit Enrique et la légalité et la moralité de sa situation. À la recherche de conseils, Elisa prend rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Assise devant l'avocat, ses mains tremblent et elle tient fermement un dossier contenant des documents qu'elle pense utiles. « Madame Elisa, je comprends que vous êtes dans une situation très délicate », commence l'avocat en feuilletant les documents qu'elle a apportés. « Si j'ai bien compris, vous avez trouvé le bébé abandonné, par instinct, vous avez décidé de le protéger. Cependant, maintenant que vous savez qu'il s'agit d'un enfant kidnappé, nous sommes confrontés à de très sérieux problèmes de garde et à de possibles répercussions criminelles pour celui qui le détient. » Elisa écoute attentivement, le cœur lourd. « Je voulais juste le protéger », a-t-elle murmuré. « Je ne savais rien de tout cela quand je l'ai ramené à la maison. Et maintenant, j'ai l'impression d'être sa mère, d'une certaine manière. » « Je comprends vos sentiments, » dit l'avocat, la voix pleine de sympathie mais aussi de prudence. « Mais nous devons tenir compte de la loi. Je vous conseille de vous présenter aux autorités et d'expliquer la situation. Vous ferez ainsi preuve de bonne foi et pourrez atténuer les éventuelles poursuites judiciaires à votre encontre. L'idée de le livrer me donne l'impression de l'abandonner aussi, » avoue Elisa, les larmes aux yeux. « Elisa, la meilleure façon de vous protéger, vous et le bébé, est de régler cette question légalement. Plus vite vous résoudrez cette situation, mieux ce sera pour toutes les personnes concernées, » a expliqué l'avocat. « Et je serai à vos côtés à chaque étape du processus. » En quittant le cabinet de l'avocat, Elisa ressent un mélange de soulagement et de désolation. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais le poids de la décision l'écrasait. À la maison, regardant Henri qui jouait innocemment sur le tapis du salon, elle a murmuré « Mon petit, nous trouverons le meilleur moyen de nous occuper de toi. Je te le promets. »
Cette promesse faite, Elisa décroche le téléphone, respire profondément et compose le numéro du commissariat local pour prendre rendez-vous. Elle est déterminée à suivre les conseils de son avocat, quelle que soit la difficulté de l'étape suivante. Après avoir pris la décision difficile de suivre les conseils de l'avocat, Elisa a pris rendez-vous avec le commissariat de police local pour expliquer toute la situation. Le jour dit, elle tient fermement la main du petit Enrique en entrant dans le commissariat, le cœur battant la chamade à l'idée de ce qui l'attend. Dans la salle d'attente, elle est accueillie par un inspecteur qui la conduit dans un bureau. L'environnement est austère, avec une table et quelques chaises. Le détective, un homme d'âge moyen à l'expression sérieuse, entame directement le dialogue. « Madame Elisa, nous avons été informés par votre avocat de la situation. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» demande l'inspecteur. Elisa respire profondément, essayant de rester calme. « J'ai trouvé Enrique dans une poubelle pendant mon service de nuit. Il faisait froid, il pleurait et... je ne pouvais pas le laisser là. Depuis, je m'occupe de lui comme s'il était mon fils. Je ne savais pas qui il était jusqu'à ce que je voie les nouvelles, explique-t-elle, la voix tremblante mais ferme. L'inspecteur prend des notes. Je vois. Et maintenant que vous connaissez sa véritable identité, qu'attendez-vous? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Je sais que je ne peux pas le garder, mais j'aimerais m'assurer qu'il est en sécurité et qu'on s'occupe bien de lui. Est-ce que ses parents, est-ce qu'ils l'aiment vraiment, demande Elisa, l'incertitude transparaissant dans sa voix. Oui, ils attendent désespérément des nouvelles de lui. Ils ont lancé des appels publics et tout le reste. Ils veulent absolument qu'il revienne, répondit l'inspecteur, essayant d'apporter un peu de réconfort. Alors aidez-moi à faire les choses correctement, plaide Elisa, des larmes commençant à perler dans ses yeux. Je veux juste qu'il soit heureux et aimé. Le détective acquiesça, montrant une rare douceur dans son expression. Faisons-le ensemble, Elisa. Nous allons organiser une rencontre avec ses parents. Cela se fera de manière à ce que ce soit le moins traumatisant possible pour Enrique et pour vous. Les jours suivants, la transition a été préparée. Elisa a eu l'occasion de rencontrer les parents d'Enrique, Eduardo et Sofia, qui lui ont exprimé leur immense gratitude pour avoir pris soin de leur fils. Cette rencontre a été riche en émotions et Elisa a pu voir la joie et le soulagement dans les yeux de ses parents lorsqu'ils ont repris Enrique dans leurs bras. Au moment des adieux, Eduardo a tendu la main à Elisa. « Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour notre fils. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous avez fait pour notre fils. Vous aurez toujours une place spéciale dans nos vies et dans celle d'Enrique. » Le cœur brisé, mais sachant qu'Enrique était entre de bonnes mains, Elisa a dit au revoir au petit, souriant à travers ses larmes. Elle avait tenu sa promesse de s'occuper de lui, même si la séparation lui faisait mal, elle savait qu'Enrique serait en sécurité et aimé.